Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Vendredi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a rendu son verdict et les Parisiens connaissent désormais leur destin, mais il reste des questions. Comment évaluer l'Atalanta? Le PSG doit-il être confiant ou craintif? Qu'est-ce qu'un tirage favorable? Alors pour commencer, je pense que c'est pas inutile de revenir sur l'Atalanta elle-même pour la présenter en dépassant certaines généralisations simplistes. Alors par exemple, si vous voulez une analyse tactique approfondie, je vous recommande celle que vous trouverez sur la chaîne YouTube Le Troisième Homme, animé par mon ami Zach, je vous mets le lien en description. Personnellement, j'avais aussi profité du 8ème de C1 aller contre Valence pour détailler certains de leurs principes majeurs. On donne peut-être la base philosophique de cette Atalanta quand on parle de déséquilibre équilibré. On dit souvent que Gasperini n'est rigide que sur une seule chose, la flexibilité. Voilà, je sais que ça fait contraste facile de hipster footballistique, mais c'est simplement pour dire à quel point son équipe est fluide. C'est ce qui fait qu'en phase offensive, le porteur a toujours plusieurs solutions. C'est ce qui fait qu'on voit des espaces s'ouvrir un peu partout. C'est pour ça qu'on a autant de joueurs disponibles entre les lignes. Donc l'intensité, première chose. Pas de fluidité sans engagement, pas de fluidité sans effort. Pas de fluidité non plus, sans réflexion et sans prise d'initiative. Je crois qu'un des trucs qui marque le plus quand tu regardes l'Atalanta, c'est le langage corporel ultra véhément des joueurs sans ballon. Combien de fois est-ce qu'on voit un partenaire appelé, guidé, orienté par la parole ou par le geste? Tu sens que les jambes fonctionnent bien, mais le cerveau est en alerte aussi. Ça communique énormément. Alors d'un point de vue footballistique, maintenant je dirais que tout ça est sous-tendu par deux choses. La première, c'est un engagement formidable. Ça court beaucoup, et je pense pas qu'il y ait de nombreux joueurs qui aient terminé hier en dessous des 10 km. Voilà, c'est évidemment nécessaire de courir autant pour animer offensivement un 3-4-1-2, on pense par exemple au rôle des pistons, mais c'est aussi nécessaire pour récupérer autant de ballons. Et c'est vrai qu'à certains moments, l'Atalanta, c'est plus laborieux que talentueux, mais ça en demeure pas moins beau à mes yeux. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on pense à l'Atalanta, on pense presque toujours à ce 3-4-1-2 qui associe idéalement Duvan Zapata à Josip Ilicic, servi par Papou Gomez en 10. On pense bien sûr à une très grosse animation des couloirs, à Tebauer, Gossens, Timothy Castagne, les pistons inépuisables. Et puis plus qu'à une machine programmée pour répéter les mêmes circuits, on pense peut-être surtout à un organisme biologique bien articulé. L'Atalanta c'est très flexible dans ce que ça sait faire avec ballon, c'est extrêmement discipliné et engagé dans ce que ça fait sans ballon. Assez rigide en revanche peut-être au niveau de l'attitude mentale et de l'approche d'une rencontre, et ça aussi, on en parlait en février. À la 75e minute, en menant 4-1 à domicile sur un 8ème de finale aller de Ligue des Champions, Gasperini fait sortir un défenseur central, Caldara, pour faire entrer un buteur, Duvan Zapata. Alors c'est pas pour nous déplaire, bien sûr, mais c'est quand même assez parlant, et je pense que si l'Atalanta est effectivement ultra performante sur son plan A, la réalité, c'est qu'elle n'a pas de plan B. Je pense que Gasperini essaye jamais vraiment de tenir un score parce qu'il sait que son équipe en est incapable, et ça peut être problématique pour la suite. Et donc enfin, pour finir de brosser ce rapide tableau, on est obligé de mentionner quelques stats. Avec 87 buts marqués en Serie A, l'Atalanta, c'est quand même la 3e meilleure attaque d'Europe. Toutes compétitions confondues, ils sont sur une série actuellement de 14 matchs sans défaite, dont 12 victoires, dont notamment un 0-7 au Torino, un 2-7 à Lecce, de succès contre la Lazio et Naples. Ce week-end, ils n'ont obtenu qu'un nul contre la Juve de partout, mais auraient mérité mieux. 3e de Serie A en attendant le match de l'Inter ce soir, ils peuvent largement finir dauphin. Alors quand on dresse ce portrait, il y a peut-être de quoi s'inquiéter pour le PSG, en tout cas ce serait une anxiété fondée. L'Atalanta sait performer à un niveau très élevé sur 90 minutes, l'Atalanta est capable de prendre une équipe à la gorge, lui imposer de longues séquences de soumission. L'Atalanta 2019-2020 est largement à la hauteur du top 8 européen, toutes ces affirmations sont vraies. Le truc, c'est que c'est pas particulièrement révolutionnaire de dire ça, et je crois qu'il y a en réalité assez peu de personnes qui sous-estiment l'Atalanta. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'on veut nous faire croire parfois. Donc, la vraie question maintenant, c'est de réussir à éclairer l'équation dans son ensemble, et de déterminer si cette équipe, au-delà de ses qualités intrinsèques, est un bon ou un mauvais tirage pour le PSG. Et alors là, je vois effectivement quelques arguments qui se distinguent. Déjà, celui de la condition physique. On a une formation qui brille dans l'intensité, qui est capable d'une débauche d'énergie phénoménale et qui bénéficie, on le sait, de la reprise de son championnat. Alors le 12 août, l'Atalanta aura joué 14 matchs de Serie A en à peu près 2 mois et demi de compétition, avec, en plus cerise sur le gâteau, une pause de 10 jours pile avant d'affronter le PSG. Ça semble être vraiment un équilibre idéal pour aborder sereinement cette confrontation. Alors que de l'autre côté, bien sûr,
là aussi on connaît la situation. Paris va jouer essentiellement des matchs amicaux, hier contre le Havre, victoire 9-0 cette semaine face à Beveren et face au Celtic, et puis bien sûr les 2 finales de coupe contre des équipes un peu dans la même situation physique. Donc pour dire les choses simplement, rien à voir avec le programme de l'Atalanta bien sûr, et ça peut être un peu inquiétant, mais à mon avis pas tant que ça, en tout cas au niveau du rythme. On a vu avec la reprise dans les différents championnats majeurs, on a vu avec la reprise que le niveau athlétique proposé était assez vite, au bout de quelques matchs seulement, assez vite plus élevé que ce à quoi on s'attendait, et qu'il était finalement pas tant une question de fraîcheur, mais de blessures, et de blessures plus récurrentes. Donc le vrai challenge et le vrai défi pour Paris dans les jours qui viennent, ça va être de redonner de la fraîcheur et de redonner du rythme à tes stars tout en évitant leurs blessures. Ça peut être inquiétant, c'est vrai, mais mon intuition du coup, c'est que le différentiel de potentiel athlétique et le différentiel de fraîcheur entre les 2 formations sera moins élevé que ce qu'on pense et sera moins un facteur que ce qu'on imagine. Donc la dimension physique, ok, mais disons surtout à voir en fonction des semaines qui viennent, éviter les grosses blessures. C'est un point. Un autre point, c'est l'insouciance de l'Atalanta. La fameuse insouciance d'une équipe qui, on le rappelle, est à 90 minutes du dernier carré de la Ligue des Champions en jouant la Ligue des Champions pour la toute première fois de son histoire. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai facteur. Forcément, on a des joueurs qui sont déjà des héros. Ce qu'ils ont accompli est déjà extraordinaire. Ils ont beaucoup moins de pression, surtout, et je dirais que c'est mon argument premier par rapport à toute cette dimension psychologique, surtout, je dirais que cette équipe n'a pas eu le temps de développer des spectres Ligue des Champions. Ils n'ont pas de traumatisme Ligue des Champions, et cette compétition qui peut être celle des cauchemars, qui peut être celle de la peur, pour eux, n'est qu'un simple rêve éveillé. Pour eux, la Ligue des Champions, c'est cette balade ensoleillée, et en ce sens, le contraste avec le PSG est fort, c'est un argument que j'entends. Mais il a aussi un versant qui est le déficit d'expérience. Alors Paris, en tant que collectif, n'en a pas beaucoup plus à ce stade, mais Keylor Navas a soulevé 3 C1, Neymar en a une, même Mbappé a joué un dernier carré avec Monaco. Le vécu des grands rendez-vous continentaux, je pense que ça compte pour quelque chose. Et d'ailleurs, si l'Atalanta a, oui, la 5e meilleure défense de Serie A, en Europe, elle a souffert défaite 4-0 contre le Dynamo Zagreb en poule, 5-0 contre Man City. Ils sont un peu miraculés en sortant de leur groupe avec 7 points, 2 victoires seulement. En 8e contre Valence, ils en prennent 4 sur les 2 matchs avec un total de 16 buts encaissés. C'est la 4e pire défense des 32 équipes engagées depuis le début de la compétition. C'est la pire d'assez loin des 12 qui restent en lice, alors que Paris est la meilleure, ils ont pris seulement 4 buts. Tout ça en plus c'est cohérent avec une équipe qui sait bien défendre en avançant, mais qui le fait beaucoup moins bien dans son dernier tiers où on voit de manière générale une grande naïveté, des erreurs de concentration flagrantes. On peut déjà présumer par exemple qu'un Mbappé s'engouffrant dans le dos d'un piston qui serait monté trop, ou qu'un Neymar trouvé entre les lignes face à Toloi, face à Jim City, on peut présumer qu'ils feront très mal à une équipe qui n'hésite pas à se livrer, qui laisse des espaces, ce qui permettra à Paris d'être à la fois très dangereux sur transition, mais peut-être encore davantage en contrôlant le tempo, en écrivant la partition, comme on a vu Tourelle le faire à Old Trafford en 2018-2019, comme on l'a vu contre Dortmund au match retour il y a quelques mois. Et donc, pour enfin répondre à notre question, il faut, oui, craindre l'Atalanta, mais il faut également demeurer confiant, car Paris n'a pas seulement des armes pour l'emporter, Paris a les armes qu'il faut pour neutraliser l'Atalanta. Alors pour finir, je voulais juste faire un petit aparté et revenir sur le tirage dans son ensemble. Et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles ce Final 8 est aussi excitant, c'est qu'on a un tableau tout tracé, c'est qu'on a la possibilité de se projeter encore plus que d'habitude, et ça ouvre la porte à plein de débats intéressants. Sur Twitter dans la foulée, vendredi midi, je réagissais en soulignant le fait que malgré la qualité de l'Atalanta, malgré la qualité de Leipzig et de l'Atlético, la route vers la finale pour Paris n'avait jamais été aussi dégagée. Et c'est pas un avis que tous partageaient, donc je trouvais intéressant de revenir dessus, mais je pense qu'une bonne partie des désaccords provenait en fait plutôt d'un problème de définition et du fait qu'on confond souvent un tirage facile et un bon tirage. Alors le tirage facile, il est aussi facile à définir, c'est quand tu affrontes une équipe facile à battre, plutôt simple à manœuvrer. C'est donc un tirage par définition qu'on retrouvera assez peu souvent, de toute manière en quart de finale de Ligue des Champions, qu'on verra plus souvent en revanche en 32e de finale de Coupe nationale, ce genre de choses. C'est un tirage qui est concerné par, je pense, la valeur absolue de l'adversaire. Alors que le bon tirage, lui, est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, se préoccupe surtout d'une dimension relative. Un bon tirage est bon pas tant par rapport à l'adversaire tiré, mais par rapport à un autre tirage qu'on aurait pu avoir. Et donc, dans le cas du PSG, face à l'Atalanta, on peut imaginer que le PSG est favori peut-être à 60%, peut-être que c'est du 65-35 dans ces eaux-là. Ça en fait pas du tout un tirage facile, parce que l'Atalanta n'est pas une équipe facile à battre,
mais quelle autre équipe est-ce qu'un supporter du PSG aurait préféré affronter pour arriver en demi-finale de Ligue des Champions? Leipzig peut-être, le vainqueur d'OL Juve, peut-être, et encore même si l'Atalanta joue mieux que la Juve, un Cristiano Ronaldo en quart de Ligue des Champions, je le souhaite à personne. T'as pas envie du Bayern, t'as pas envie du Real, t'as pas envie de City. Le Barça, c'est un peu poussif en ce moment, ok, mais c'est quand même le Barça. En prolongeant même la réflexion, et c'était l'état d'esprit, mon tweet initial, en prolongeant la réflexion au tableau dans son ensemble, la partie de tableau du Paris Saint-Germain compte exactement 0 vainqueur de la Ligue des Champions, 27 sacres dans l'autre. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, on en parlera beaucoup plus d'ici quelques semaines, mais je pense que cette distinction absolue / relative est importante. Je pense que de manière générale, on peut dire avec certitude que Paris n'a pas eu un tirage facile, mais ça exclut pas le fait de dire que Paris, oui, a eu un bon tirage. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors comme d'habitude, quelques jours avant les rencontres de Ligue des Champions, je vous ferai une vidéo, une analyse complète avec tous mes pronos détaillés, histoire de résumer un peu le rapport de force de chaque match, de donner les enjeux, les clés, histoire de rentrer un peu dans l'ambiance et de se mouiller aussi, sinon c'est trop simple, donc attendez-vous à ça. Demain je ferai sans doute aussi une autre vidéo pour revenir extensivement sur la décision du tribunal arbitral du sport qui a annulé la suspension européenne de Man City. L'info est tombée ce matin, plein de choses à dire par rapport à tout ça. Pour City bien sûr c'est lourd de conséquences, peut-être aussi pour le fair play financier dans son ensemble, pour l'UEFA. Voilà, beaucoup d'éléments à analyser, donc attendez-vous à ça également. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like, ça m'encourage toujours et puis ça m'aide. Si vous voulez pas rater tout ce dont on vient de parler et que c'est pas encore le cas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. D'ici la prochaine, en tout cas, je vous souhaite de passer d'abord une excellente soirée, une super semaine aussi, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.